Je souhaite donc la bienvenue à Québecor Média. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour faire votre présentation. Par la suite, il y aura une période d'échange avec les membres de la commission. Donc, vous pouvez démarrer dès maintenant. Merci beaucoup. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur le Ministre. Mesdames et Messieurs les parlementaires. Je me présente, Jade Barsoum, vice-président aux affaires institutionnelles de Québecor. Je suis accompagné aujourd'hui de Peggy Tabet, vice-présidente aux affaires réglementaires et environnementales de Québecor, ainsi que Nathalie Fabien, directrice générale de la programmation linéaire et numérique de Groupe TVA et d'Illico+. Nous vous remercions pour cette invitation à participer aux travaux entourant le projet de loi 109, qui vise à renforcer la découvrabilité des contenus culturels francophones dans l'environnement numérique. Ce projet de loi s'inscrit dans une volonté claire de l'Assemblée nationale de soutenir les contenus d'ici. Et nous saluons cette orientation, puisque, comme vous le savez, Québecor et ses différentes plateformes sont des vecteurs majeurs de la culture québécoise et de sa découvrabilité, que ce soit par le groupe TVA avec TVA+, et TVA Sport en direct, de Vidéotron avec Illico+, Elix, Fizz TV, ainsi qu'Éléphant, Mémoire du cinéma québécois. Nous avons toujours été fortement engagés à produire et à diffuser du contenu francophone de qualité qui reflète notre identité, nos valeurs et notre créativité. Québecor a d'ailleurs pris part à plusieurs consultations sur ce sujet au fil des ans, tant au niveau fédéral, notamment auprès du CRTC, qu'au niveau du gouvernement du Québec, où nous avons notamment déposé un mémoire dans le cadre de la consultation sur la découvrabilité, en plus d'avoir participé activement aux travaux du groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel. Les recommandations que nous vous présentons aujourd'hui visent à bonifier le projet de loi afin qu'il atteigne pleinement les objectifs visés, tout en tenant compte des réalités des entreprises d'ici. Notre ambition commune est claire, offrir aux Québécoises et aux Québécois un accès facilité et équitable aux contenus francophones produits ici par nos artisans. Cela étant dit, nous ne pouvons faire fi des défis importants auxquels fait face notre industrie. Le déclin continu des revenus publicitaires, combiné à la concurrence toujours plus féroce des géants du Web, met en péril notre capacité à continuer de jouer ce rôle de pilier culturel. Ces entreprises numériques étrangères ont longtemps évolué dans un cadre non réglementé, alors que les entreprises d'ici sont soumises depuis trop longtemps à des obligations lourdes, héritées, comme le rappelle souvent le ministre, d'un système conçu il y a plus de 30 ans. Il est important de souligner que malgré une baisse de l'écoute linéaire, l'intérêt du public pour les contenus d'ici demeure très fort. Les Québécois et les Québécoises continuent de consommer ces contenus, mais les modes d'accès, eux, évoluent. Les écrans changent, les habitudes aussi, et c'est précisément là que le projet de loi peut faire une différence. L'un des volets les plus structurants de ce projet concerne la découvrabilité sur les appareils connectés et les plateformes d'agrégation de services de programmation. Il s'agit de garantir que dès l'achat de ces appareils dans le marché québécois, les plateformes numériques francophones d'ici soient visibles, accessibles et mises en valeur au premier plan. Une pastille claire, bien positionnée, qui permet à toutes les générations, et notamment aux plus jeunes, d'accéder facilement aux plateformes québécoises pour éventuellement consommer des contenus de langue française d'ici. Nous insistons également sur un point fondamental. Il ne faut pas alourdir davantage le fardeau réglementaire des entreprises déjà soumises à la réglementation du CRTC. C'est pourquoi nous demandons dans notre mémoire l'exclusion des entreprises de télédistribution et de télécommunications dont le siège social est basé au Québec et qui répondent déjà à de nombreuses obligations et contribuent activement à la diffusion et à la découvrabilité des contenus francophones. D'ailleurs, les systèmes connectés déployés par les entreprises locales reposent sur une architecture commune, c'est-à-dire lorsqu'un utilisateur saisit une requête avec sa télécommande pour accéder à un contenu de Télé-Québec, par exemple, celui-ci s'affiche automatiquement et rapidement, démontrant l'efficacité des systèmes d'indexation. Ainsi, nous travaillerons de pair avec le ministère et le législateur dans l'élaboration des règlements qui suivront l'adoption du projet de loi. Il est essentiel que ces règlements soient applicables, réalistes et adaptés à notre environnement technologique, économique et réglementaire. Cependant, nous souhaitons attirer votre attention sur une distinction importante. La découvrabilité du contenu sur les plateformes numériques étrangères ne peut être abordée de la même manière que celle sur les appareils connectés.
Ce que nous proposons, ce n'est pas d'imposer aux géants du Web de diffuser nos contenus, mais de garantir que les Québécoises et les Québécois puissent facilement accéder à nos plateformes et à nos contenus via les appareils qu'ils utilisent au quotidien et qui ne sont pas déjà réglementés. Ce que nous souhaitons, c'est pouvoir bénéficier d'une équité d'accès au sein des applications. Dès lors que nos plateformes sont positionnées de manière équitable dans les interfaces des fabricants et des plateformes d'agrégation de services de programmation, nous savons que nos contenus seront vus et qu'ils seront écoutés. Le contenu francophone constitue la marque distinctive du Québec et de sa culture. C'est notre force et elle doit le demeurer. C'est notre principal levier et notre spécificité pour pouvoir continuer à rivaliser avec les géants du numérique. Faire autrement risque de compromettre l'avenir de toute une industrie, de ses chaînes et de ses plateformes locales. Il est donc crucial que ce projet de loi soit conçu pour soutenir l'écosystème et non creuser davantage l'écart entre les acteurs francophones et les géants du Web. Cela doit être l'objectif prioritaire. Pour les autres leviers visant à renforcer le contenu francophone, nous vous invitons à consulter les recommandations du GETAC et les mettre en œuvre rapidement. C'est dans cet esprit que nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter nos recommandations, répondre à vos questions et contribuer à une meilleure compréhension des enjeux liés à la radiodiffusion, à la découvrabilité et à la valorisation des contenus francophones. Je vous remercie de votre attention. Parfait. La parole est maintenant à M. le ministre pour 14 minutes 30. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bienvenue à vous. Bien content d'avoir l'occasion d'échanger avec vous. Évidemment, Québecor, TVA, Vidéotron sont toutes des entreprises qui font rayonner la culture québécoise. Je pense que c'est important de le nommer d'entrée de jeu. Les Québécois ont un grand attachement à ces contenus, à ces marques aussi, qui sont des marques fortes dans le paysage culturel. Donc, vous avez une longue expérience. Je trouve que votre point de vue est particulièrement donc important à prendre en compte. Cela dit, je vais reprendre la formule de M. Barsoum dans son allocution. Cela dit, je vous avoue que je suis surpris des arguments puis des propositions de Québecor aujourd'hui. Je vais être certain de bien comprendre. Si je résume ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que le projet de loi pour la portion découvrabilité ne devrait pas s'appliquer aux entreprises étrangères. Donc Netflix, Disney, Amazon Prime ne devraient pas avoir d'obligation d'avoir un niveau minimum de contenu original francophone dans leur catalogue et ne devraient pas avoir d'obligation que ce contenu-là soit mis en valeur, donc soit facilement découvrable. Est-ce que je comprends bien? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on propose ici, c'est que le projet de loi vise 3 groupes. Le projet de loi tel que proposé, il vise les entreprises de diffusion de contenu, il vise les plateformes agrégatrices et il vise les appareils et les fabricants d'appareils connectés. Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de mettre en valeur les plateformes d'ici au sein des entreprises qui fabriquent et qui mettent en marché les appareils connectés, les plateformes d'agrégation de contenu, donc les plateformes qui, eux, sont un tunnel vers du contenu qui est le nôtre d'ici. Celles en lien avec obliger les géants du Web, comme par exemple Netflix, à créer ou à mettre en valeur du contenu d'ici, va juste faire en sorte que le citoyen va rester dans la plateforme, rester prisonnier de la plateforme de Netflix qui est déjà dominante dans le marché. Ce qu'on veut, c'est que Illico+, que ce soit TVA+, TVA en direct, soit en mesure que lorsqu'on achète un appareil ou qu'on ouvre Amazon Prime Channels, que nos contenus soient disponibles rapidement et visibles à l'ouverture. Nous savons que lorsque nos applications seront rendues disponibles de façon prédominante ou à l'avant-scène, que les contenus seront consultés. Donc, ce que vous dites essentiellement, c'est faisons confiance à notre contenu. Si le meilleur contenu est sur nos applications nationales, vous dites faisons le pari que les Québécois vont choisir parce que par ailleurs, on mettra ces applications-là en valeur sur les appareils connectés. Faisons le pari que les Québécois vont choisir nos applications et que donc, il y aura une valeur ajoutée. Le contenu de qualité de chez nous sera là-dessus plutôt que sur d'autres plateformes étrangères. Est-ce que je comprends bien? Oui, puis je pense que ma collègue, Mme Tabet, veut compléter, puis je compléterai aussi avec
Tout à fait. Puis d'ailleurs, notre position n'est pas surprenante du tout parce que ça fait plusieurs années qu'on le dit qu'il ne faut pas décupler la concurrence qu'on vit actuellement en augmentant le contenu canadien ou francophone sur les services comme Netflix et Amazon. Parce que en faisant ça, on enlève toute la spécificité de nos plateformes, de nos marques à nous. Nous, pourquoi aujourd'hui vous écoutez encore TVA puis qu'on est les premiers, les leaders dans le marché, c'est à cause du contenu qu'on a et du contenu francophone qui est spécifique à nous. Si vous demandez à Netflix de faire exactement la même chose, à quoi sert maintenant la mission et la spécificité de TVA? On va demander à Netflix de faire la même chose, donc de remplacer notre spécificité. Par ailleurs, pour le contenu, ce qu'on demande, puis on veut que ces entreprises-là contribuent au contenu. On ne veut pas qu'ils oublient le contenu, au contraire, on veut qu'ils contribuent à des fonds. Et de cette façon-là, pour permettre que ce contenu-là soit aussi produit et vu sur nos plateformes. Donc, elle est là la position que ça fait très, très longtemps qu'on défend devant plusieurs instances. Mais... Je comprends. Bien, quand je vous dis que c'est surprenant, c'est que il y a un consensus, là, pour ne pas dire unanimité. Là, je vais dire consensus parce que visiblement, il n'y a pas unanimité, mais à l'effet qu'on doit poser ce geste-là. Mais je vous fais un parallèle peut-être, puis peut-être vous allez me répondre que c'est tiré par les cheveux, mais il y a quelque chose que le commissaire à la langue française nous a dit cette semaine qui m'a moi-même un peu surpris. Je ne le concevais pas comme ça, mais il nous a dit, votre projet de loi, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a fait avec la Charte de la langue française, mais dans l'univers numérique. J'ai trouvé que la comparaison était quand même grande, mais en même temps, je trouve que c'est un point de vue intéressant. Puis j'ai l'impression que ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est un peu comme si on l'appliquait pour la Charte de la langue française. Bien, faisons la promotion de nos commerces québécois sur notre territoire, puis les commerces étrangers qui s'établissent ici, bien, peuvent servir leurs gens en anglais, peuvent afficher en anglais, mais faisons le pari que les Québécois vont choisir nos commerces québécois parce que là, on parle français, parce qu'on offre un service en français, un affichage en français. On n'accepterait pas ça dans le monde réel. Pourquoi est-ce que dans le monde virtuel, il y aurait cette distinction-là? Parce que on regarde les chiffres, puis bon, vous faites le pari des plateformes québécoises. Je pense qu'on est très bien positionné parce qu'on a d'excellentes plateformes québécoises ou canadiennes qui offrent du contenu québécois. Mais un pari, on peut le perdre. Puis il me semble que quand je regarde les chiffres, je me dis qu'il y a des risques. Et je me demande, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt s'assurer que toutes les sources, donc toutes les plateformes offrent du contenu de chez nous, du contenu francophone? Il y a toujours eu des chaînes dans plusieurs langues qui ont été qui existaient dans la télévision linéaire. En ce moment, les habitudes des consommateurs, c'est que lorsqu'ils ouvrent leur télévision, ils ont plusieurs pastilles qui apparaissent et le consommateur va aller d'une pastille à l'autre et va se mouvoir selon les contenus qu'il recherche. Lorsqu'ils vont vouloir trouver du contenu francophone, malheureusement, les pastilles des entreprises d'ici ne se retrouvent pas. C'est impossible de se retrouver dans la pastille d'accueil. Là où le projet de loi peut faire une différence, c'est qu'il se retrouve dans les pastilles d'accueil. Et avec ça, nous mettons en valeur notre découvrabilité. Et avec ça, oui, sauf que si à partir du moment que vous laissez, vous décuplez le contenu et qu'il se retrouve chez les géants du web, c'est quoi la différence entre un Netflix puis un Illico Plus? Le consommateur qui doit payer plusieurs portes d'entrée pour le faire, il va rester dans l'environnement dominant qui est celui de nos compétiteurs étrangers. Donc, la spécificité, nous, on est capable de faire cette différence-là et il faut nous donner les leviers pour le faire. La première étape, c'est le projet de loi sur la découvrabilité avec les fabricants et les plateformes, en excluant de donner sur un plateau d'argent notre marché aux géants du web. La deuxième étape, qui pourrait arriver assez rapidement selon les désirs du gouvernement et de l'Assemblée nationale, c'est de mettre en œuvre les propositions du GETAC par rapport à la production audiovisuelle, au financement, au crédit d'impôt, au tournage pour les jeunes, au contenu jeunesse, qui se retrouveront aussi là en premier. Puis je pense que ma collègue voulait peut-être compléter s'il reste une 30 secondes. Oui, je voudrais juste ajouter que si on demande que nos applications soient disponibles et évidemment visibles sur les agrégateurs de contenu, je vais donner un exemple très précis. Si Amazon Prime propose l'application Illico Plus
il est certain que nos contenus vont également figurer sur l'application, sur la page d'accueil d'Amazon+. Donc, ce n'est pas que l'application qui va figurer. Nos contenus vont être là également, avec le logo de TVA ou le logo d'Hélico Plus ou peu importe. Donc, nos contenus sont également disponibles à ce moment-là. Ce qu'on ne veut pas, c'est que, exemple, un Netflix de ce monde qui ne met pas de l'avant les autres entreprises, mais qui mettent de l'avant que leur propre contenu, à ce moment-là, s'approprient des contenus québécois, font affaire avec nos producteurs. Ils n'ont pas la connaissance de notre culture québécoise. Je parle de Netflix et non pas nos producteurs, là, mais de Netflix. Alors que nous, c'est notre spécificité, c'est ce qu'on fait de mieux, et ça mettrait en péril nos entreprises de télédiffusion québécoises. Donc, je pense que c'est là la notion. Et là-dessus, je vous réfère à l'étude sur la Corée, où ils ont vécu cet enjeu-là. Par contre, si Netflix décidait de changer son modèle d'affaires et deviendrait aussi un agrégateur, il serait soumis au règlement que nous proposons ici, au changement de réglementation. Moi, je veux juste ajouter une dernière chose. Pour reprendre vos propos, Monsieur le ministre, vous avez dit on va perdre le pari sinon. Moi, je vous dirais qu'on va perdre... C'est qu'il y a un risque oui. de perdre le pari. Je ne dis pas qu'on va le perdre. Alors, le risque ici, le vrai risque, c'est de perdre TVA et de perdre Hélico Plus et de perdre nos plateformes. Maintenant, le pari, on va le gagner s'il continue à contribuer à ces contenus-là, on va continuer à gagner le pari. Mais s'il n'y a plus aucune spécificité de nos plateformes envers un Netflix et un Amazon, d'après moi, le risque, il est là. C'est comme ça qu'on va perdre notre pari. Je comprends bien. Je vais laisser... J'ai un collègue qui voulait aussi vous poser une question. Absolument. La parole est au député de Chauveau. Il reste 4 minutes. Merci beaucoup pour votre présentation. Ça a une vertu d'apporter un débat qui est différent, un point de vue différent. Puis j'ai l'impression qu'un n'empêche pas l'autre, de mettre de l'avant les excellentes plateformes que vous avez. C'est correct de le faire. Et en même temps, c'est là que ça me fait réagir, c'est qu'il y a le volet de votre entreprise et ce que vous faites. Et oui, il faut le promouvoir, mais maintenant, de l'autre côté, il y a une réalité de consommation. Puis c'est pour ça que je voulais vous poser une question très précise. Avec le professionnalisme que je connais de votre entreprise, vous ne faites rien au hasard. Est-ce que vous avez des données statistiques de fréquentation de vos utilisateurs de vos différentes plateformes en fonction des âges? Là, c'est un gros préjugé. Je le reconnais d'emblée. J'ai l'impression que plus on s'en va vers nos plus jeunes, moins ils utilisent ces nouvelles plateformes. Et c'est peut-être un préjugé que j'aimerais me faire démentir aujourd'hui. Puis le risque, quand je parle du risque de perdre la bataille pas à court terme, à moyen et long terme, puis le long terme n'est pas si loin que ça, c'est que je ne voudrais pas que nos jeunes Québécois qui ont peut-être moins l'habitude d'utiliser des plateformes québécoises. Puis là, il y a probablement de l'éducation qu'on peut faire, de la promotion, la qualité du contenu est là, ça c'est indéniable. Mais on voudrait aussi que les Québécois puissent utiliser sur les autres plateformes, puissent visionner, écouter, lire, peu importe la culture, sur d'autres plateformes, le contenu québécois. Alors, est-ce que vous avez des données statistiques qui pourraient venir appuyer ce que je vous demande aujourd'hui? On va regarder ce qu'on a comme données, là, qu'on n'a pas ici aujourd'hui, qu'est-ce qui est confidentiel et pas, pour le transmettre à la présidence, à la secrétaire de la commission. Par contre, pour répondre à un bout de volet de votre question, ici, on parle de découvrabilité des contenus francophones, de contenus d'ici. Le premier geste, c'est de les rendre découvrables, de les rendre accessibles. Le bout du projet de loi sur les fabricants, sur les plateformes d'agrégation, donnez-nous cet élan-là. C'est l'image où est-ce qu'on parle d'équité et d'égalité. Le projet de loi, en ce moment, il fait de l'égalité, il ne fait pas de l'équité. Alors, ce qu'on propose, c'est de rendre le projet équitable. Vous savez, l'image où est-ce qu'on a 3 personnes de différentes grandeurs avec différents piédestals. Ce qu'on veut, c'est des piédestals de différentes grandeurs pour qu'on puisse tout regarder au-dessus de la clôture de la même façon. Pas de le rendre égal où est-ce que la grandeur va faire en sorte qu'il y aura toujours un géant qui va nous dépasser. Par rapport aux jeunes, les jeunes écoutent aussi nos plateformes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont membres d'Hélico Plus. Par contre, il y a TVA+. TVA+, par exemple, Révolution, les jeunes, ils vont aller sur TVA+, ils savent où aller chercher leur contenu, ils naviguent entre les différents contenus pour voir ce qu'ils veulent. Il y a un enjeu sur les contenus jeunesse, mais
Premièrement, c'est, je pense, de la mission de Télé-Québec ou de Radio-Canada de le faire et de répondre à cette question. D'ailleurs, il y a eu hier 2 chaînes qui ont été annoncées par Radio-Canada, des contenus jeunesse. Mais je pense que ça, c'est un débat en soi, en lien, entre autres, avec les études que vous avez faites sur les temps d'écran, en lien avec les propositions du GETAC. Il y a un enjeu réel par rapport aux jeunes et je pense qu'il faut que ça soit pris en considération. Ce n'est pas ce projet de loi qui va répondre à cette problématique à temps plein. Par contre, à partir du moment que nous avons les plateformes qui sont rendues accessibles, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, on gagne beaucoup dans cette bataille-là contre les géants du Web. En 30 secondes, Oui. je veux juste peut-être vous entendre très rapidement. Vous avez dit Ottawa a déjà une réglementation qui est en vigueur. On ne veut pas être surréglementé. Vous ne pensez pas que ce principe de souveraineté culturelle défendu par tous les partis politiques depuis bien des décennies nécessite que le Québec se donne sa propre réglementation? Oui, mais le projet de loi se dote de sa propre réglementation. Et nous, ce qu'on vient vous dire, c'est qu'il y a 2 pans de ces 3 pans-là qui ne sont pas sous une réglementation du CRTC et que vous avez une action qui peut être concrète, réelle, directe par rapport au contenu francophone d'ici. Prenons acte de ça, faisons-le. Le 3e pan, qui est aussi un pan qui est entre Ottawa, entre Québec, mais qui est un pan beaucoup plus complexe et en plus qui a des effets pervers dans le système, surtout pour la spécificité du contenu québécois. C'est là où est-ce qu'on vous dit de le mettre de côté. Merci. Merci beaucoup. Donc, le temps est à l'opposition officielle pour 10 minutes 52. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur Barsoum. Bonjour, Mesdames. Merci beaucoup d'être avec nous. Et merci également pour tout le travail que vous faites au quotidien pour faire découvrir donc, notre culture québécoise sur vos différentes plateformes. Je vous entendais, Monsieur Barsoum, donc vous disiez dans votre présentation, les Québécois continuent de consommer nos contenus, donc les contenus locaux. Donc, à l'instar du député de Chauveau, donc moi aussi, je m'interrogeais donc sur la différenciation selon l'âge, parce qu'on a reçu l'Observatoire, donc qui est venu nous présenter certains chiffres sur la consommation de contenus audiovisuels selon donc certaines strates d'âge et avec cette perception qu'effectivement donc les plus jeunes ne se dirigent pas nécessairement vers nos contenus locaux. Donc, étant donné que votre position semble être relativement porte-à-faux avec tout ce que nous avons entendu de la part des créateurs au cours des 2 dernières journées, j'aimerais peut-être vous entendre élaborer là, sur cette question que vous avez commencé à effleurer avec la partie gouvernementale. Je vais prendre un petit bout puis je vais laisser mes collègues compléter, Parfait. mais c'est sûr qu'on est une entreprise de radiodiffusion et de télédistribution, de télécommunication, donc on est un des derniers canaux avant de pouvoir envoyer le contenu auprès des consommateurs, des personnes qui vont écouter le contenu. Il faut aussi savoir que la méthode de revenus, qui sont les revenus publicitaires qui sont en déclin, mais les revenus publicitaires visent les adultes. On ne peut pas viser les jeunes dans les revenus publicitaires. C'est sûr que pour une entreprise privée comme la nôtre, ça nous enlève aussi un secteur, un champ d'application où on ne peut pas vendre la publicité dans nos télévisions linéaires ou dans nos contenus lorsque nous les créons. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, je pense qu'il y a un enjeu en lien avec le contenu jeunesse et que cet enjeu doit être étudié en soi, avec des changements de réglementation. YouTube, par exemple, met de la publicité pour les contenus jeunesse alors qu'il n'a pas le droit. Mais on a un Office de la protection du consommateur ici. Il faut agir là-dessus. Mais ça prend une étude pour aller rectifier ces enjeux-là avec les jeunes de moins de 18 ans ou de moins de 16 ans. Par contre, par rapport à notre visionnement sur nos émissions familiales ou nos émissions de style Révolution, par exemple, Chanteur masqué, mais aussi notre contenu de fiction, il y a des moments familiaux où est-ce que les jeunes écoutent avec leur famille notre télévision, nos contenus d'ici. Il y a différentes méthodes aussi pour aller rejoindre ces plus jeunes-là. Et ça fonctionne. On a quand même 1,5 million de téléspectateurs en moyenne par rapport à Chanteur masqué. Révolution, c'est beaucoup de jeunes qui l'écoutent. Donc, on est capable... Une Révolution est un contenu qui a été créé entièrement ici. C'est un format du Québec qui est mis de l'avant-scène. Je ne sais pas si mes collègues veulent compléter. Moi, je compléterais en disant que la mission de TVA n'était pas dans le contenu jeunesse. On s'entend que c'était la mission de Radio-Canada et de Télé-Québec. Par contre, comme vous savez, nos dimanches soirs à TVA ont toujours été des dimanches soirs pour la famille, nos fictions également en début de soirée, etc. Et on voit très bien sur notre plateforme numérique TVA+, qui est une plateforme gratuite, mais avec publicité. On voit très bien, c'est difficile de sortir des chiffres, là, mais on va voir ce qu'on pourrait sortir éventuellement. Mais l'écoute est beaucoup plus jeune que ce qu'on voit à la télévision linéaire.
Donc, on voit vraiment que c'est nos contenus, malgré le fait que ce ne soit pas du contenu jeunesse, mais nos contenus s'adressent à toute la famille et on voit que dans toutes les strates d'âge, c'est les contenus de TVA qui sont le plus regardés. Et puis on le voit même à la télévision linéaire. On a la plus grosse écoute en 18-35 ans, toutes plateformes linéaires confondues. Donc, je ne pense pas qu'il faut penser seulement... Oui, il y a le contenu. Moi, contenu pour jeunesse, pour moi, c'est le contenu enfant. Contenu enfant versus contenu jeunesse et contenu adulte. Mais nous, on vise vraiment une strate très large au niveau de l'âge. On va pouvoir vous transmettre quelques chiffres quand même intéressants en lien avec votre question, mais c'est la même question que le député a posée aussi. Là. Je pense que ça se chevauche, sans jeu de mots, avec votre question. Mais c'est ça qui est important, c'est que ce qu'on vous dit, c'est les jeunes, en fait tout le monde, il y a une paresse pour l'accès au contenu. Alors, le bout du projet de loi qui est vraiment intéressant et on vous demande de nous donner la chance de faire cette compétition-là à armes égales, c'est de donner nous notre chance de nous propulser dans l'arène à force égale avec les autres joueurs, mais en même temps, donnez pas un bout aux autres joueurs pour qu'ils puissent continuer à creuser ce fossé-là. Les jeunes ne vont pas écouter nécessairement de la télévision toujours le dimanche soir, mais ils savent où aller sur TVA+. Chez nos compétiteurs, là, vous les connaissez, je n'ai pas besoin de nommer leur chaîne ou leurs applications. C'est la même façon. Les jeunes le consomment de leur téléphone, mais ils vont y aller. Après ça, si vous avez des enfants puis que vous allez au-dessus de leur épaule puis sont sur YouTube, remettez-vous aussi à l'âge que vous aviez quand vous étiez plus jeune. Vous n'étiez pas toujours devant la télévision. Vous l'étiez, mais vous étiez aussi en train de faire d'autres choses, d'autres hobbies, des jeux, des consoles de jeux, etc. Éventuellement aussi, ces jeunes-là vont grandir puis vont rentrer dans notre écosystème. Et surtout, si nos applications sont mises de l'avant dans cet écosystème, ils vont toujours grandir en l'ayant vu et ils vont éventuellement devenir des abonnés ou il y a des abonnements qui sont gratuits puis il y en a d'autres qui sont payants. Donc, il faut juste permettre cet accès-là. Voilà. C'est particulier parce qu'en fait, vous nous dites donc ces jeunes-là vont finir par intégrer votre écosystème. Donc, vous faites le pari que, nonobstant donc, leur pratique actuelle de visionnement de contenu, parce que, bon, nonobstant votre modèle d'affaires, donc les jeunes, ils sont donc, sur les Netflix et autres, donc ils sont majoritairement donc, sur ces plateformes-là, donc ils les écoutent, je vous entends, donc sur le co-visionnement d'émissions familiales le dimanche soir, qu'effectivement, donc peut-être que ça brise certains des préjugés que l'on peut avoir donc, sur les pratiques des jeunes, mais je pense que l'on peut accepter comme un fait que les jeunes donc, sont beaucoup plus sur ces plateformes étrangères que leurs aînés. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire le pari qu'ils vont naturellement migrer plutôt vers nos plateformes locales, vers notre contenu local, quand ils n'auront pas nécessairement toujours été accompagnés ou habitués, qu'ils n'auront pas nécessairement eu un attachement à ce contenu-là au cours des années? Mais ce n'est pas le projet de loi sur la découvrabilité des contenus jeunesse que nous étudions. C'est un projet de loi pour mettre de l'avant les contenus francophones en général. Puis nous, on vous dit qu'il y a des contenus québécois qui sont très bons. Ce qu'on vous dit, c'est commençons par viser 75 % de la population et utilisons ce qu'on a là maintenant, qui sont très bons, puis utilisons le côté qui est excellent du projet de loi pour permettre de nous propulser. Et ce qu'on vous dit, c'est que nous avons entendu aussi les autres intervenants avant. Il y a un enjeu clair sur les contenus jeunesse, mais je pense que ça mérite en soi une étude des projets de loi, des changements législatifs à plusieurs niveaux, incluant aussi du financement, pour être capable de répondre à cette solution-là. Mais on peut au moins répondre à 75 % à 85 % du problème avec le projet de loi, avec les propositions qu'on vous amène aussi de l'avant aujourd'hui. Et ça nous fera plaisir aussi de travailler avec l'Assemblée nationale puis avec les parlementaires pour amener notre compréhension aussi de l'écoute des plus jeunes afin de permettre de mieux cerner les enjeux, les problématiques à venir. Mais en voulant peut-être répondre à 15 ou 20 % puis que c'est très noble, on risque d'échapper le 80-85 % et amener une extinction de notre distinctivité rendue au bout de tout ça. Et on va s'embarquer aussi dans des conversations réglementaires. Qu'est-ce qui est du contenu francophone québécois, d'ici, pas d'ici, en ligne, pas en ligne, sur les réseaux sociaux, pas les réseaux sociaux. Je vous dis, on est avec C10, C11 au gouvernement fédéral juste sur le contenu canadien. Puis ça fait plus 3-4 ans, puis on n'est pas sorti du bois. Puis ils ont tout plein de... Merci.
parce que je regarde le temps qui Oui, passe. Évidemment, donc, vous vous concentrez sur le contenu audiovisuel. On a entendu des intervenants de la musique cet avant-midi et hier. Donc, est-ce que votre point de vue donc, est le même quant aux contenus musicaux? En fait, on a sorti pendant la pandémie Cube Musique. Puis, on a dit à plusieurs reprises qu'on avait besoin d'aide pour avoir de la propulsion sur nos plateformes de musique ici. Si ce projet de loi avait embarqué en 2020 lorsqu'on l'a sorti, peut-être que Cube Musique existerait encore aujourd'hui. Seule plateforme qu'il y avait à l'intérieur de notre plateforme, là, on avait la même bibliothèque que Spotify, mais on mettait de l'avant de la musique francophone, un contenu, une application créée ici qui n'a pas été capable de survivre à cause de l'écosystème. Au fond, vous voulez que Spotify demeure celui qui va mettre la musique francophone de l'avant? Moi, ce que je vous dis, c'est permettez à des Cube Musique de revivre. C'est pour ça que ce qu'on propose ici, c'est de permettre à nos entreprises d'ici de créer ces applications-là ou de les remettre en marché parce que le projet de loi a une partie qui ferait en sorte qu'on serait capable d'être mis de l'avant. Okay. Rapidement, en terminant, Mme Fabien, donc vous parliez des modèles d'affaires donc distincts. Donc, on a nommé là, donc, Netflix et Amazon qui fait du référencement vers d'autres chaînes. Donc, pouvez-vous peut-être juste élaborer là-dessus avec le temps qui nous reste pour bien comprendre comment donc, le projet de loi donc, pourrait s'appliquer à l'un et selon votre proposition, pas à l'autre? Il y a différents types, il y a différents modèles d'affaires, comme vous le dites si bien. Il y a le modèle d'affaires, je dirais, Netflix, qui est comme, je dirais, illico plus. C'est-à-dire que Netflix a ses contenus et ne diffuse que ses contenus, que ce soit des contenus de production originale ou des contenus d'acquisition. Par contre, ils ne spécifient pas aucune autre marque que leur marque. Alors, c'est vraiment Netflix qui est mis de l'avant. Si Netflix, on demande un quota à Netflix de contenu québécois, de production en contenu québécois, ce qui va se passer, c'est que avec les moyens qu'ils ont, ça va devenir une compétition qui ne sera pas du tout juste avec nos entreprises locales. C'est des moyens je veux dire, au Québec, on produit des chefs-d'œuvre avec, je dirais, 100 fois moins de moyens que Netflix peut avoir. Merci. C'était tout le temps qu'on avait. Je dois vous interrompre. La parole est maintenant au deuxième groupe d'opposition pour 3 minutes 38. Vous pourriez terminer là, rapidement. J'ai une question aussi, mais je vous permets de terminer. Je ne sais plus où je te dis. On vous a trop coupé. Tandis qu'Amazon, c'est vraiment différent. Amazon, c'est comme un magasin qui vend d'autres marques. Alors, ils ont leur production originale Amazon, mais ils vendent également d'autres diffuseurs. Alors, il y a entre autres Crave, qui est sur Amazon. Il y a TVA Sport, maintenant, qui est sur Amazon. On pourrait avoir illico plus, qui est sur Amazon. Et à ce moment-là, le consommateur peut s'abonner à l'application et peut avoir également accès aux différents contenus. Merci. J'enligne sur un autre sujet. Bon, on a eu des discussions ici là, sur la complexité inutile et les dédoublements réglementaires et bureaucratiques qu'entraîne le fait d'être une province canadienne et à quel point ce serait vraiment plus simple si on était un pays. Vous notez ces dédoublements réglementaires-là, puis au fond, vous dites que ce serait bien si les entreprises qui ont un siège social ici ne soient pas, couverts par la loi pour les aspects qui, de toute façon, sont déjà couverts par le CRTC. Si, mettons, je résume votre position. Trouveriez-vous intéressant qu'on ait, pour le même résultat, l'approche inverse? C'est-à-dire qu'on dise que la loi 109 sur la découvrabilité s'applique à toutes les entreprises, incluant celles qui ont leur siège social au Québec, mais qu'au fond, ce soit la seule loi qui s'applique là-dessus et qu'on intègre dans la loi une espèce de suspension d'application des lois du CRTC sur le territoire québécois. Évidemment qu'on viendrait bonifier un peu la loi québécoise, mais qu'on viendrait faire une espèce de take-over souverainiste législatif. Trouveriez-vous ça intéressant sur le principe? Pour l'instant, et c'est aussi l'applicabilité de votre proposition. Puis je vais laisser les constitutionnalistes discuter de cet enjeu en lien avec votre question.
Bon, parfait. Bien alors, c'est intéressant quand même, hein? Ça serait vraiment... Ben oui. Bon, excellent. Bon. Une autre question que j'ai, c'est que il était question là, des accords commerciaux canadiens qui nous empêchent en fait de favoriser du contenu qui serait québécois, puis c'est pour ça qu'on veut favoriser le contenu francophone, en quelque sorte. Est-ce que peut-être que vous n'avez pas investigué ça, puis sinon, je pose un peu la question aussi au cabinet du ministre en même temps, mais est-ce que les accords commerciaux canadiens nous empêcheraient de favoriser d'une certaine façon une plateforme québécoise, comme ça nous empêche de favoriser du contenu québécois? Et donc, est-ce qu'on aurait là un autre argument en faveur de l'indépendance? Mais ça, répondez pas à cette question-là. Non, mais c'est le sous-texte. Je vais... la proposition que nous amenons ici de l'avant auprès des parlementaires, ça évacue un peu tout ce débat-là sur les accords commerciaux, qu'est-ce qui est canadien, qu'est-ce qui est franco, qu'est-ce qui est québécois, parce que ce qu'on pense qui est applicable facilement, rapidement, et qui aurait aussi, en plus d'être facile et rapide, c'est matériel et on pense que ça va être très fonctionnel, c'est celle de mettre de l'avant auprès des fabricants, des agrégateurs de plateformes, de mettre de l'avant nos plateformes en prédominance lorsqu'ils sont dans le marché québécois. Merci. Je pense que c'est tout. Voilà. Merci. On pense. C'était tout le temps qu'on avait. Donc, je vous remercie énormément pour votre contribution à nos travaux. La commission suspend maintenant ses travaux jusqu'à 14 heures. Nous reprendrons.